Alors bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir proposé de faire cette intervention. Alors je suis Béatrice Jancoviac, je travaille à la LPO Aura dans le département de la Loire. Je suis chargée de mission mais sur le volet éducation, pas expertise, donc ça va être vraiment à travers un tout autre prisme cette présentation. Et avant de commencer, c'est moi qui vais vous poser des questions pour vous connaître un peu plus. Qui parmi vous est animateur nature ? Pas dans le sens animateur de PNA, mais bien nature, guide ou... Ok. Qui parmi vous est amené à faire des sorties de sensibilisation, même en n'étant pas animateur déjà un petit peu plus. Et qui connaît ce livret pédagogique? Et ben voilà, parfait. Donc, ce livret pédagogique a été créé parce que la préservation des espèces passe aussi par la sensibilisation du public. Et donc, on a travaillé en 2021 avec le Seine Allier, Romain Deschamps, avec la LPO Limousin, Franck Taboury, et puis nous dans la Loire, donc Virginie François et moi-même, sur la création de ce livret-là. Donc, je vais vous le présenter assez rapidement. Alors, c'est très difficile de présenter des jeux sans pouvoir jouer. Je suis désolée, on est trop nombreux. Mais voilà, je vais essayer d'être quand même assez concise. Donc, ce livret, il se décompose comme suit. Il y a toute une première partie de présentation. Donc là, c'est vraiment la partie théorique. Ensuite, on va avoir un panel d'activités qui est proposé et en annexe, toutes les fiches de jeux et d'activités que vous pouvez réaliser. Donc pour la présentation, on va pouvoir trouver les pigrièches donc du Massif central. Désolée, je ne parle pas de la méridionale dans ce livret-là, mais on va en entendre parler bien cet après-midi, si j'ai compris. Vous allez trouver donc des indications plutôt sur le bocage, leur alimentation. Là, c'est vraiment la partie théorique pour que peu importe qui a ce livret puisse avoir quand même les informations de base sur ces espèces-là. On va retrouver aussi quelques petites anecdotes. Donc, certains parmi vous pourront peut-être reconnaître le patois des pigrièches. Je crois qu'hier, j'ai vu une bouteille avec, je ne sais pas si c'est la pidoène ou je ne me souviens plus le nom, en patois d'une de ces espèces. Et donc, sur la partie fiche d'activité, on va avoir donc très simplement, comment les reconnaître, où est-ce qu'elles habitent, ce qu'elles mangent, au sein de la chaîne alimentaire, qu'est-ce qui se passe, et du coup, on va après dégrossir le tout pour avoir les paysages, le milieu agricole, et comment on fait du lien de ce qu'on a dans notre assiette à la vie des pigrièches. Donc, je vais vous présenter 3 activités. La première, c'est celle-ci. Je commence très régulièrement, quand je fais des interventions en classe, par déjà découvrir les différentes espèces de pigrièches. Et une des méthodes assez simples, c'est un coloriage. Alors, ça paraît très simple, mais en fait, c'est très efficace. Je demande aux élèves donc, de choisir une des pigrièches, de les colorier, mais de ne pas indiquer quelle est l'espèce. Et après, ils passent devant les autres pour montrer leur dessin. Il faut que la classe reconnaisse les pigrièches. Et en fait, ça marche très très bien, et même en maternelle, au bout de 10 minutes, ils savent reconnaître les 3 espèces de pigrièches. Alors bien sûr que c'est adapté pour les maternelles, donc c'est les dessins que vous avez à droite, on fait plutôt des coloriages magiques, plutôt que juste de reproduire un dessin d'après une photo. Une autre activité qui est assez rigolote à mettre en place, ça va être autour de l'alimentation. Donc bien sûr qu'on peut travailler sur les chaînes alimentaires, les différentes proies que peuvent avoir les pigrièches en fonction de l'espèce. Là, celle-ci, ça se déroule plutôt en extérieur. Tous les enfants vont être un animal, soit un insecte, un reptile, un amphibien, un rongeur, soit, généralement sur une classe, il y a entre 3 et 4 pigrièches. Il y a des pigrièches grises et des pigrièches à tête rousse. Et donc, vous avez compris le principe, la pigrièche va devoir attraper ses proies. Donc au début, la consigne est juste celle-ci. Les pigrièches vont quand même avoir, alors si on est dans un milieu naturel, il faut qu'ils trouvent justement un lardoir naturel. Si on est sur un stade de foot, ce qui arrive parfois, on ramène les petits pics à brochettes. Et donc, chaque élève qui a sa petite carte de proie, une fois qu'elle est attrapée, la pigrièche va devoir aller
installer du coup sa proie sur le lardoir. Et du coup, les élèves pourront rejouer. Donc, ils viennent vers moi, je leur donne une nouvelle carte proie. Et on continue ainsi de suite. Donc, au début, les pie-grièches vont courir partout, les proies aussi. Et puis après, j'indique qu'au pie-grièche qu'il est aussi possible de faire la technique de l'affût. Et donc de rester dans un coin un peu caché. Et quand les proies vont se déplacer nécessairement, la pie-grièche peut foncer dessus et l'attraper. Parce qu'au moins, ça nous évite d'être beaucoup moins fatigués. Et donc, ça marche très, très bien. Et après coup, on demande le retour directement aux élèves et ils expliquent ce qu'est un lardoir, comment la pie-grièche peut chasser, etc. Une autre des activités, du coup, c'est lié au paysage et à l'agriculture. Donc là, par exemple, on amène la classe en extérieur et on va regarder le paysage qu'il y a autour de nous. Alors ça peut être une lecture de paysage, il y a plein de techniques d'animation qui existent. Là, l'objectif, c'est vraiment de se dire, voilà, comment le paysage se décompose, qu'il y a des haies, il y a des parties cultivées, des parties où il y a de l'élevage dessus, ça peut être une partie forestière, etc. Et après, de se poser la question, quels sont les animaux qui peuvent vivre ici ? Et du coup, on fait du lien avec la chaîne alimentaire qu'on a vue avant. Est-ce que la pie-grièche pourrait être là ? Qu'est-ce qu'il lui faudrait, etc. Et il y a également cette activité-là. Alors, c'est un petit jeu des différences. Donc, par groupe, je donne ces 3 paysages-là. Là, je vais vous laisser une petite minute pour les observer et faire vous-même le jeu des différences. Donc, au tout début, les élèves vont rapidement me dire « Oh, mais c'est les 3 mêmes », puis finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de différences. Et alors là, ça va dépendre du niveau. Ce livret pédagogique, comme je vous dis, je peux l'utiliser en maternelle comme auprès de collèges, lycées, en BTS ou même pour les adultes. Et donc, on va pousser plus ou moins loin le discours forcément en fonction du niveau de nos interlocuteurs. Et donc, alors très vite, c'est il n'y a pas le même nombre de vaches dans les champs. Effectivement, donc là, ça nous permet de parler de tout ce qui va être intensif ou plutôt extensif. Le nombre de champs, ce ne sont pas les mêmes. Donc là, on peut parler de monoculture. Au fur et à mesure, là, on voit que c'est beaucoup plus diversifié. Il y a du verger. Après, on va indiquer les haies aussi. Là, ici, il y a des gros tracteurs, il y a un hangar. Et puis, ah oui, vous ne voyez pas du tout ma flèche. Pardon. Donc, sur la première image à gauche, donc on voit le hangar, les gros tracteurs. Alors qu'après, à droite, les tracteurs sont déjà beaucoup plus petits. Et puis en bas, il n'y en a pas du tout, donc on peut parler de la mécanisation aussi. On va voir qu'il y a plusieurs micro-habitats au fur et à mesure qui se diversifient. On va avoir donc une petite mare sur l'image en haut à droite, une plus grosse en bas. On va avoir donc l'espace potager, on a le muret de pierre, on a des nichoirs qui sont installés, on a le lierre qui est sur le bord de la clôture. Enfin, voilà, donc quand on prend le temps de regarder, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de détails. On voit aussi que la rivière est canalisée au tout début et qu'elle ne l'est pas sur l'image en bas à droite. Donc là, on fait juste le constat de ce qui se passe. Certains vont dire « Ah, il y a la méthode ancienne et la méthode nouvelle ». Alors non, ce n'est pas le cas. On peut voir ces 3 types de paysages agricoles. Et donc là, on met les termes dessus, conventionné, raisonné, ou bien plutôt... tout ce qui est en agriculture biologique ou en agriculture intensive. Et à partir de là, je distribue des animaux, dont la pie-grièche, mais ça va être aussi le hérisson, des rongeurs, ça va être plein d'espèces différentes.
Et les élèves doivent repositionner dans les paysages ces animaux-là. Et donc on voit que, effectivement, dans le paysage, en agriculture intensive, on va pouvoir trouver des rongeurs, par exemple, mais qu'on aura ça peut-être un petit peu moins ensuite. Et que par contre, tous les grands prédateurs, que ce soit les rapaces, les pie-grièches, on va les retrouver plutôt sur de l'agriculture biologique ou conventionnée. Et à partir de là, j'introduis un élément perturbateur. Ça va être, alors par exemple, il y a une limace qui trouve le champ là en bas à gauche incroyablement appétissant et qui va dire à tout le monde de revenir. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, l'agriculteur, il n'a pas trop de choix que de mettre des produits chimiques, malheureusement, s'il veut s'en débarrasser et avoir encore un champ à exploiter. Alors que dans les autres, il va peut-être y avoir de la perte, certes, mais il y a aussi les prédateurs. Et donc en fait, ce raisonnement, il se fait tout seul. C'est les élèves qui réfléchissent à ça. Donc ça, c'est la première perturbation. Pardon. Et puis après, une seconde, ça peut être, il y a des énormes pluies. Qu'est-ce qui se passe? Et donc on étudie en fonction de chaque cas ce qui arrive. Et on se rend compte que comme la rivière est canalisée, il y a des inondations qui ont lieu sur la partie agriculture intensive, qu'il y a effectivement une perte probable de ces cultures-là, et qu'à l'inverse, en bas, on a une zone tampon, il y a effectivement peut-être aussi de la perte, mais en tout cas, le paysage ne va pas réagir de la même manière. Et donc voilà, tout ça, c'est vraiment pour pousser à la réflexion. En aucun cas, c'est un jugement. Et ça, pour nous, c'est très, très important. On a affaire à des enfants d'agriculteurs, on a affaire à des personnes qui connaissent, enfin, peu importe. Et donc, du coup, c'est juste pour montrer les causes, les conséquences. Et que c'est comme ça, il n'y a pas d'autre choix possible quand on a tel type d'agriculture ou une autre. Alors, je sais que je m'adresse à des experts. Nous, on est quand même dans la partie vulgarisation. Et donc, on dit bien que ce n'est pas si simple que ça. Et c'est pas, il existe ça ou ça. Il y a tout un tas de panels possibles d'agriculture, mais voilà, ça permet quand même de comprendre quelques mécanismes qui nous semblent importants. Et donc en fait, grâce à ce livret, on peut animer dans ce genre de conditions. Faut savoir que très souvent, on a des validations de financement en mai-juin. À cette époque-là de l'année, les enseignants ont déjà plus de place et nous non plus dans nos plans de charge. Donc du coup, il faut attendre septembre-octobre pour pouvoir les contacter, ce qui fait qu'on réalise des animations en novembre-décembre pour découvrir les pie-grièches dans le froid, dans le brouillard, à une époque où il y en a plusieurs qui ont déjà migré, forcément. Donc on peut mettre en place plusieurs séances autour des pie-grièches dans des conditions où on ne pourra pas en voir une seule. Je vous remercie de votre attention. Et je suis là pour les questions. Et petite précision, du coup, je vous ai mis le lien ici parce que ce livret est téléchargeable gratuitement sur donc le site de la LPO. Et il a été fait vraiment pour tous les guides ou personnes susceptibles de faire des interventions pour les pie-grièches. Bonjour, Julie Corbon, Métropole Aix-Marseille-Provence. Je voulais savoir comment vous organisez du coup ces animations avec les classes, les communes. Est-ce que c'est vous qui allez les démarcher entre guillemets? Est-ce que c'est les enseignants qui viennent vous demander du contenu de formation? Et combien vous en faites par an? Alors on a un peu les deux. C'est-à-dire qu'on a parfois des financements, donc ce soit, alors là, ce sera plus Sébastien qui pourra répondre à cette question, mais justement, on a parfois des financements région ou PNA qui nous permettent du coup d'avoir cette enveloppe-là, et auquel cas, on va aller toquer aux portes, et notamment sur des territoires où les pie-grièches sont présentes. Et dans d'autres cas, on a des écoles qui font appel à nous, qui n'ont pas trop de financement, et là on leur dit « Ah, mais nous, vous savez, on a ça », et ça les intéresse, et donc on part sur ces projets-là. En général, on fait 2 séances par classe. Et quand je dis classe, là, par exemple, cette année, on est aussi intervenu dans un lycée agricole, donc plutôt des grands élèves, et aussi des tout petits.
Et c'est pas forcément dans un parcours pédagogique, biodiversité de manière générale avec d'autres animations. C'est vraiment une séance, enfin un one-shot, pied grièche, quoi. C'est ça? Du coup, 2 séances, ouais, on essaye. Pardon. Mais bah oui, après, ça va dépendre des financements. Si Ça on va peut faire dépendre, plus, on préfère. Mais on n'a pas toujours la possibilité. Bon, merci. Pas d'autres questions? Merci Béatrice pour ta présentation. Et encore merci d'avoir accepté de présenter ce sujet qui est un des 3 piliers des PNA et qui est souvent un peu laissé à la marge, alors qu'on ne devrait pas, puisqu'on ne protège que ce qu'on connaît, ça vous le savez.